Avant de parler de Cédric Jubilard, moi je voudrais d'abord rendre hommage à la mémoire de Delphine. Évidemment, j'ai une pensée émue pour elle à ce moment-là, à ce moment précis. J'ai une pensée aussi très forte pour ses enfants qui attendaient des questions, qui vivaient dans la certitude totale. Et aujourd'hui, j'espère que les réponses qui vont être apportées par Cédric Jubilard vont leur permettre de faire un deuil et surtout d'avoir une sépulture pour leur maman. Ça, c'est la chose la plus importante. Concernant maintenant Cédric Jubilard, moi je l'ai rencontré il y a environ 6 mois, il m'a désigné comme avocat. Je suis allé le voir régulièrement à la maison d'arrêt presque chaque semaine depuis le mois de janvier. Et immédiatement, j'ai constaté, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que j'avais affaire à un détenu différent des autres, indépendamment de la question de la culpabilité ou de l'innocence. Ce qui était flagrant, c'était sa grande fragilité, qui était liée évidemment à la situation d'isolement carcéral, qui est un régime punitif auquel il est soumis depuis 5 ans, mais aussi aux médicaments très forts, très lourds, qui lui ont été administrés ces derniers mois et même ces dernières années, puisqu'il s'agit de neuroleptiques très puissants et d'antipsychotiques. Petit à petit, donc, je lui ai demandé d'arrêter de prendre ces médicaments et surtout, je l'ai écouté, j'ai échangé avec lui, j'ai appris à le connaître, j'ai tissé une relation de confiance et progressivement et assez rapidement, j'ai ressenti que celui-ci avait le besoin profond de parler. Il était verrouillé quelque part psychologiquement depuis le début, verrouillé probablement en raison de l'immense pression médiatique qui était exercée sur lui à travers cette affaire qui est donc l'une des plus grandes affaires criminelles françaises de ces dernières années. Verrouillé aussi probablement en raison de forme de brutalité qu'il a évoquée, ou en tout cas de pression très forte de la part des enquêteurs. Il m'a dit lui-même, je me suis recroquevillé comme une huître sur mon rocher. Ensuite, il a été condamné, il a été incarcéré à l'isolement pendant 5 ans et ça a été très difficile pour lui de parler. Mais ce qui est certain, c'est que depuis le début, il avait besoin et envie de parler. Donc moi, je me félicite aujourd'hui de ce résultat et de ce travail qui est une grande victoire pour la justice, qui permet aussi de réconcilier le bien, la morale et le droit dans une affaire où tellement d'interprétations ont été faites. Cette affaire qui a fait couler tellement d'encre, il y a eu tellement de questions, tellement de fantasmes. Enfin, aujourd'hui, nous avons la réalité, la vérité. Et ce souci de transparence et de vérité, c'est quelque chose qui nous tenait particulièrement à cœur depuis le début. Concernant le mécanisme du passage aux aveux, il y a eu donc cette relation de confiance qui s'est tissée. Et puis un jour, il y a quelques semaines, il m'a dit « Écoutez, maître, il faut que je vous dise la vérité, c'est moi. C'est moi qui suis à l'origine de la disparition de ma femme. » L'explication qu'il donne est la suivante. Il s'agit d'un couple qui s'est dégradé inexorablement depuis plusieurs mois, avec des tensions de plus en plus fortes. Et c'est dans le cadre d'une énième dispute conjugale que les choses ont mal tourné et que celui-ci se retrouve donc à l'origine de la disparition de sa femme. Tétanisé, quand il a repris ses esprits et qu'il a réalisé son geste, quand il a réalisé ce qu'il avait fait, il a tout de suite pensé à ses enfants. Il n'a pas voulu leur infliger ce regard terrible, cette vision de ce corps inanimé de leur mère. Et donc, il s'est dit, il ne faut pas qu'ils ne voient ça, donc je dois déplacer le corps. Il a pensé aussi, parce qu'il s'agit d'un être humain, mes enfants m'en voudront, ils ne me le pardonneront pas. Et donc, très rapidement, pour ne pas dire immédiatement, il a pris la décision de déplacer le corps de Delphine avec le véhicule. Et il a déplacé ce corps dans un endroit pour lequel il nous a donné quelques précisions, mais pas beaucoup de détails. Il réserve toutes les informations, tous les détails à la justice. Il est disposé à collaborer entièrement. Et moi, à ce stade, je formule le vœu très vif qu'on puisse évidemment retrouver Delphine pour lui donner une sépulture. Ce travail-là, c'est un travail que je n'ai pas fait seul. Je l'ai fait, c'est un travail d'équipe avec une tierce personne, une personne qui va le voir régulièrement à la maison d'arrêt depuis plusieurs mois, qui nous a beaucoup aidés. Et je l'ai fait aussi avec mon père, Guy de Buisson, à qui je donne la parole. Est-ce qu'il vous a donné des précisions, même sur... D'abord, la parole à... Oui, Pierre, effectivement, à un certain moment, m'a demandé d'intervenir en me disant « Qu'est-ce que tu penses ? Va le voir ». Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai été immédiatement choqué par le délabrement psychologique de ce garçon. Alors, délabrement psychologique qui était dû à quoi ? On vit dans cette affaire un véritable scandale, ça n'a échappé à personne. Ça fait 5 ans en juin, ça aura fait 5 ans en juin qu'il était à l'isolement.
Quand on sait que la Cour européenne considère que l'isolement c'est un moyen de torture, on peut considérer effectivement qu'il y avait un abus. Le deuxième abus, il m'a expliqué, moi j'avais suivi le procès d'une manière assez particulière, que tous les soirs, pendant ce procès, pendant 3 semaines, il était extrait de la maison d'arrêt de Seyss à 4 ou 5 heures du matin. On l'amenait à Albi, 1h30 de trajet, et le soir à 17h, à la fin de l'audience, on le ramenait à Toulouse. C'est-à-dire que c'était encore un moyen très particulier d'anéantir le peu de force qui lui restait au plan psychologique. Donc, isolement pendant 5 ans, ce procès avec ses moyens et des médicaments, ce que disait Pierre, qui étaient extrêmement forts et qui le rendaient comme un légume. Moi, ce délabrement psychologique m'a laissé penser immédiatement, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'intervenir également, parce qu'on a un cabinet qui cultive l'ADN de la reconnaissance. Se présenter devant des juges en ayant reconnu les faits, c'est tellement plus agréable pour les magistrats, pour les avocats généraux, pour les procureurs, pour les parties civiles, plutôt que de contester certains faits qui ne doivent pas l'être. Et l'ADN de notre cabinet, notre culture, c'est justement de faire en sorte de se rapprocher, de présenter aux juges un dossier au plus près de la vérité. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, bien évidemment. Et il a expliqué à Pierre dans le détail ce qu'il vous disait il y a quelques instants, le processus qu'il a amené malheureusement à une certaine extrémité. Il fournira tous les renseignements ultérieurs au magistrat qui l'entendra ou qui ne manquera pas de l'entendre. Mais en même temps, on s'aperçoit, et c'est de la conclusion, qu'en libérant sa conscience, il voulait aussi démontrer qu'il y avait peut-être une autre image de lui, c'est-à-dire qu'il y a une sensibilité chez l'homme qui est incontestable et bien entendu des remords extrêmement profonds qui font que vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis des parties civiles, vis-à-vis des tiers, il a beaucoup à dire. Alors on a, et j'en termine par là, on a dit que pendant le premier procès, il était mutique, qu'il ne disait rien. Ben, quand je lui pose la question, quand on lui pose la question, il nous dit oui, parce que dès le matin, on me cachetonnait à mort, c'est-à-dire qu'on lui mettait des médicaments extrêmement puissants, extrêmement forts, qui en faisaient presque un zombie. Donc effectivement, il dit, je n'ai pas répondu, maintenant je suis à même de répondre dans le détail, de répondre à toutes les questions qui me seront posées, mais surtout, je voulais libérer ma conscience et je n'en ai jamais eu l'occasion, tout simplement parce que, là je vais faire une critique, les enquêteurs qui ont dit beaucoup de choses dans ce dossier, sont passés à côté de la quasi-totalité. Quand il dira à un magistrat ce qu'il nous a dit, vous serez extrêmement surpris parce que manifestement, les enquêteurs ont voulu à tout prix retenir certains éléments, alors que manifestement, c'était faux. Le travail que l'on a fait, que Pierre a fait dans un premier temps et que j'ai complété, c'est un travail de mise en confiance et je crois qu'effectivement, c'est l'essentiel dans un procès de justice, quel qu'il soit, c'est d'amener l'intéressé à ne pas dire des contre-vérités, mais à se rapprocher le plus possible de cette vérité, de manière à ce que quand nous irons devant le juge, ou devant les juges, ou devant les jurés, il n'y ait plus de contestation et qu'à partir de cet instant, la justice avec un grand J retrouve un peu de ses forces, ce dont elle a beaucoup besoin en ce moment. Est-ce qu'il vous a donné des explications sur les conditions dans lesquelles il a tué sa compagne? Est-ce qu'il s'agit de violences qui ont entraîné la mort sans intention de la nommer? Est-ce qu'il y avait une intention homicide? Est-ce qu'il va détailler tout ça? Oui, il nous a donné un certain nombre d'éléments, de contexte, évidemment. Un contexte qui trouve ses sources plusieurs semaines, plusieurs mois avant cette nuit dramatique. Mais s'agissant des précisions, vous vous en doutez, elles seront données aux magistrats qui l'interrogeront. Et encore une fois, il est important de rappeler qu'il se tient à la disposition des juges. Et en ce qui nous concerne, nous espérons que tout sera fait avec l'aide de Cédric Jubilard pour retrouver le corps de Delphine. Il n'y a rien de plus important aujourd'hui. Quel crédit vous accordez aujourd'hui à ces confessions? Total. Alors que durant cette affaire, les manipulations, et d'ailleurs on a parlé du manipulateur, est-ce que vous accordez un crédit et quel est ce crédit? Un crédit total. Un crédit total. Vous n'avez pas de doute? Non, parce qu'il soulage sa conscience, comme mon père l'a dit. C'est quelque chose qui émane d'un profond sentiment, un profond besoin, d'une envie réelle, qu'il date, lui, dès le départ, en fait. Parce qu'à partir du moment où il réalise ce qu'il a fait, où il reprend ses esprits, il est face à un choix humain qu'on peut imaginer, qu'on voit dans des scènes de films américains, et il pense à ses enfants d'abord. Et à partir de là, il va être pris dans cet engrenage qui l'amène à rester mutique et à s'enfermer dans ce mensonge jusqu'à aujourd'hui.
C'est évident, on l'a vécu dans d'autres procès, vous savez lesquels, puisque nous étions également partie prenante. À partir du moment où on s'aperçoit que la personne est décédée, il y a 2 alternatives, pas 3. C'est 1, j'appelle la gendarmerie ou la police et je dis voilà, venez vite, voilà ce qui vient de se passer. Ou au contraire, il y a un moment de panique pendant lequel on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Et la meilleure des choses à ce moment-là, c'est de tenter de dissimuler. C'est ce qu'il a fait. Et il n'a jamais eu la possibilité, c'est ce qu'il précise, il n'a jamais eu les moyens de pouvoir dire la vérité. On ne l'a jamais mis en confiance. Et ce qu'a réussi à faire Pierre, c'est assez exceptionnel. Mais c'est notre travail aussi, c'est l'ADN, je le disais, du cabinet, c'est de faire en sorte que toutes les personnes qui contestent bêtement, il faut les écarter, parce que pour se présenter devant des juges en disant qu'un dossier rose est devenu bleu, c'est complètement stupide. La réalité de ces affaires, c'est tout simplement qu'il faut se rapprocher le plus possible de la vérité. Alors tout ce qu'il nous a dit, pour répondre à votre question, tout ce qu'il nous a dit, on y croit parfaitement, parce que ça ne s'est pas fait en quelques minutes. On l'a vu, on l'a revu, et au fur et à mesure, on s'est bien aperçu qu'il nous disait la vérité. Ces aveux, ils datent de quand précisément, la lettre? Il y a plusieurs semaines qu'on est informé. La lettre, on l'a reçue la semaine dernière avec une semaine de retard en raison de problèmes à la poste. Est-ce que la justice était au courant de la publication dans la presse? Non. Personne n'est informé. La justice n'a pas joué le jeu. Ça fait des mois et des mois que Pierre et moi, par la suite, nous nous battons pour qu'il sorte de l'isolement. Dont, je répète, la Cour européenne considère que c'est une torture. Et malgré toutes nos demandes, y compris au ministre, il est resté à l'isolement. Vous savez ce que c'est, 5 ans, isolé, seul. Abdeslam est à l'isolement, on peut le comprendre. C'est un terroriste sanguinaire. Lui, aucune raison. Alors, on nous répondait systématiquement, c'est pour le protéger. Jubilard, il n'a pas besoin d'être protégé. Est-ce que Jubilard était au courant de la publication de ses aveux? Non, bien sûr. Évidemment, il souhaite. Non, mais cette démarche... Il était pressé, il nous a même demandé alors quand. Cette démarche, c'est une démarche qui se fait en collaboration avec lui. Moi, j'ai servi de catalyseur, mais le maître d'œuvre, c'est lui. Encore une fois, c'est un aveu que lui a voulu faire. Est-ce que vous avez une preuve qu'il était cachetonné, comme vous dites? Oui, on a des ordonnances. On a des ordonnances. On a plusieurs ordonnances. On parle de neuroleptiques, on parle d'antipsychotiques très puissants. Non, mais ce qu'il faut, c'est ne pas dire n'importe quoi. L'ancienne défense avait les certificats, donc s'il est très important dans ce dossier, on sera très pointu dans le cadre de sa défense. On ne peut plus accepter que soient dites des choses qui ne ressemblent pas le reflet de la vérité. Nous, on a une limite. Il nous a expliqué, on pense de manière quasi certaine que ce qu'il dit est la vérité. À partir de là, c'est lui qui va s'expliquer, c'est pas nous. Mais il ne faut pas non plus qu'on commence à interpréter les choses négativement. Moi, je pense que sa démarche, elle est très positive et qu'à partir de cet instant, l'institution judiciaire qui est malmenée en ce moment doit en être très satisfaite, les parties civiles très satisfaites et l'accusation très satisfaite. Vous dites la justice ne joue pas le jeu, vous dites la justice ne joue pas le jeu, et vous semblez dire, maître de Buisson, que l'enquête a été plus ou moins bâclée. Vous le verrez, avec tous les éléments. Tout a été mal fait. Non, mais c'est flagrant. Ça a été tout a été mal fait. Plus que bâclé, pas tout, mais ça a été vraiment bâclé. Si le travail avait été fait sérieusement, au bout de 48 heures, toutes les informations auraient été recueillies et le corps de Delphine aurait été retrouvé. Donc 6 ans d'instruction pour rien? On repart à zéro mais pour rien. La question essentielle, c'est que le constat d'aujourd'hui, comment 2 avocats réussissent en quelques semaines à le faire avouer, puisqu'il avoue, il n'avoue pas un meurtre. J'ai entendu tout à l'heure le meurtre. Il n'avoue pas un meurtre. Attention aux qualifications juridiques. Il avoue, bien entendu, avoir donné la mort à son épouse. Mais à partir de cet instant, on doit s'en tenir uniquement à ses aveux. Il n'est pas question de revenir sur des détails qui manifestement ne sont pas le reflet de la vérité. Donc vous dites qu'il n'avait pas l'intention de la tuer. Vous dites qu'il n'avait pas l'intention. Non, j'ai pas dit ça. Vous dites que c'est pas un meurtre. Ah non, mais oui, mais voyez, vous commencez à déformer. Non, mais c'est très important. On verra ultérieurement. C'est lui qui va s'expliquer. Il reconnaît être à l'origine de la mort de sa femme. Et est-ce qu'il vous confirme, pour les détails, il les donnera au magistrat. C'est évidemment prématuré. Il a surpris sa compagne en train d'échanger avec. Ce sont des détails qu'il réservera au magistrat, vous en doutez. On peut pas tout vous donner maintenant. Est-ce que c'est ses enfants qui lui ont fait finalement avouer? Non. Il a été beaucoup question de procès. Non, il a essayé d'échanger beaucoup avec ses enfants. Il a essayé depuis le procès. Ah oui, on lui a toujours bloqué tous les échanges par voie postale. Là aussi. Il a été isolé à tout point de vue. Toutes les lettres qu'il a adressées à ses enfants, les lettres n'arrivaient jamais. C'est-à-dire que même là, on l'a coupé de ses enfants. Est-ce qu'en l'état actuel
de l'affaire telle que vous la connaissez, de la situation telle qu'elle se présente, est-ce que vous pensez qu'un procès d'appel pourra se tenir en septembre? C'est impossible. On parlait de la qualité de la justice et des difficultés qu'elle a actuellement. Je parle de justice avec un grand J. Il est évident qu'il faut laisser du temps au temps et que par voie de conséquence, je le lisais ce matin dans le journal local, la dépêche du midi, tout est à reprendre. Hein, tout est à reprendre. Et effectivement, si l'enquête avait été faite de manière correcte dès le départ, ce que nous avons fait en quelques semaines, ça aurait pu être fait à l'époque en quelques mois. Il faut qu'il soit entendu. Non, mais attendez, il faut qu'il soit entendu. Ensuite, il faut qu'il y ait des fouilles, en espérant qu'on retrouve le corps de Delphine. Il faut qu'il y ait des analyses sur le corps de Delphine, si on le retrouve, ce que j'espère vivement. Il faut qu'il y ait une nouvelle expertise psychologique et psychiatrique, parce que tout ce qui a été fait n'était basé que sur du néant. Et donc, évidemment, ça va prendre du temps. Il faut qu'on arrête de lui donner des médicaments. Oui, on le force à prendre des médicaments à la maison d'arrêt. Il est obligé de les mettre sous sa langue ou de les recracher dans les toilettes. Donc, bon, on n'invente pas ça, si vous voulez. Pour obtenir les confessions. Ah non, pas les confessions. En tout cas, pour obtenir au parloir les confessions de Cédric Jubilard, vous parlez d'une tierce personne. Ouais, est-ce qu'il est possible de savoir quelle est... Pas pour l'instant, on le réserve pour la justice aussi. C'est un témoin C'est une personne qui le connaît, qui a fait du bon travail sur le plan psychologique, puisque c'est un travail psychologique que nous avons mené et qui m'a aidé considérablement. Mais elle ne se tient pas à révéler son identité pour le moment, pour des raisons évidentes. Elle ne va pas être assaillie par la presse. C'est un proche ou un expert? C'est une personne qui va le voir régulièrement à la maison d'arrêt. Vous le verrez. Est-ce qu'il sera entendu par... On ne sait pas du tout. Ça, c'est les magistrats qui décideront. Nous sommes toujours très mécontents qu'il soit dans une situation particulière. Alors, actuellement, il est au CRPC, qui est un institut structurel un peu particulier dans les maisons d'arrêt. Mais j'insiste bien, 5 ans d'isolement avec une prise quotidienne de cachet, c'est insupportable. Là, parce qu'il est vrai que s'il n'avait pas été placé à l'isolement, et s'il n'y avait pas eu ces médicaments, il y aurait fort à parier que des révélations auraient pu être faites il y a 3 ou 4 ans. Et comment vous expliquez que depuis le début de cette affaire, c'est-à-dire depuis quasiment 6 ans, Cédric Jubilard, tout le monde est passé à côté de sa personnalité. Totalement. Psychologiquement, il fallait le prendre. Il fallait savoir le prendre, il fallait être à l'écoute, il fallait arrêter de le juger. Parce que tout de suite, il y a quand même une idée qui s'est propagée dans ce village, auprès de ses proches, puis dans la presse, dans les médias, comme quoi il s'agissait du vilain petit canard. Alors, je le défends, je suis son avocat, mais je ne suis pas là pour dire que c'est un saint, puisqu'il a commis un acte qui est un acte extrêmement sérieux. Mais en même temps, tout le monde est passé à côté de sa personnalité, c'est vrai. Pour quelle raison? Pourquoi? Mais parce que ça a été bâclé. Ça a été bâclé, le travail de fond n'a pas été fait par les psychologues, les psychiatres, etc. Mais je pense qu'il fallait l'écouter d'abord. Il fallait l'écouter, être à l'écoute, prendre le temps de savoir ce qui lui faisait peur, parce que c'est un homme qui a peur et qui est terrorisé depuis le premier jour. Malgré le visage qu'il donne à voir, c'est un homme qui est paniqué depuis le premier jour. Et quid des témoignages cinglants, affirmatifs, qui l'ont incriminé? On verra ça dans le détail. On verra ça plus tard, oui. Non, mais l'important est de considérer qu'en libérant sa conscience, on va découvrir un autre personnage. Ça va révéler sa sensibilité, ça va révéler bien sûr ses remords puisqu'il les reconnaît, mais aussi sa sensibilité, ses qualités d'homme. Alors que bon, vous y étiez tous lors du premier procès, on a dit il est mutique, il s'explique pas, il n'est pas sympathique, etc. Là, avec ce procès, c'est sa sensibilité, qui sort. Pour te répondre, il avait besoin d'être rassuré. C'est quelqu'un qui avait besoin d'être rassuré et qui avait besoin d'accepter ce qu'il a fait, ce qui a été très difficile au départ. Oui, tout à fait. Un nouvel homme, avec une sensibilité d'homme qui n'a jamais été recherchée et qui n'a jamais pu mettre en exergue, tout simplement parce que tout le monde est passé à côté. Tout le monde. Pas au niveau de la culpabilité, puisqu'il a été condamné, mais au niveau de l'analyse propre de sa personnalité. Je pense qu'effectivement, ce que tu disais, c'est vrai. Si jamais le travail avait été bien fait, au bout de quelques semaines ou quelques mois, il aurait avoué, parce qu'il avait ce besoin d'avouer. Et ça, c'est très important. Il fallait qu'il libère sa conscience. Le besoin et l'envie. Vous nous dites que c'est un nouveau fiasco judiciaire aujourd'hui, donc. Ouais. Disons qu'il a été condamné justement et injustement. Injustement parce qu'il a été condamné sur l'absence totale de preuves, avec des expertises dont les conclusions sont pour la plupart totalement aberrantes. Mais en même temps, il était coupable. C'est ça qui rend les choses intéressantes. Et cet aveu aujourd'hui va permettre d'apporter des réponses et des explications à la famille. Ça, c'était essentiel pour nous. Et aussi de faire en sorte que la justice passe enfin dans ce dossier. Est-ce qu'il regrette ce qui s'est passé? Est-ce qu'il évidemment. à travers vous, faire passer un message à la oui, famille de Delphine Jubilard? il est empreint de regrets profonds, sincères. Il y pense en permanence.
C'est quelque chose qui l'affecte considérablement. Il est déjà fragilisé par, encore une fois, ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire cette situation d'isolement carcéral punitive, mais il est surtout très affecté par l'absence de lien avec ses enfants. Oui. Ça, c'est quelque chose qui le ronge profondément. Et le fait qu'il puisse même pas échanger par courrier, par voie postale, parce qu'on le bloque tous les accès, c'est quelque chose qui est quand même très difficile à vivre. Mais évidemment, ce geste qui est quand même, il faut le préciser, c'est le pire geste de toute sa vie, sur lequel il est jugé, qu'on lui rappelle en permanence au sein de la maison d'arrêt pour les rares personnes qui le voient, c'est-à-dire les surveillants. Il n'est résumé aujourd'hui, Cédric Jubilard, qu'aux quelques instants du pire geste de sa vie qu'il regrette par-dessus tout. Qu'est-ce qu'il a à dire justement à la famille de Delphine Jubilard? Pardon, c'est lui qui dit. Dans la lettre, il dit pauvres enfants, pauvre Delphine. Oui. Vous dites un nouvel homme, c'est une nouvelle stratégie de défense, surtout. Non. C'est pas une stratégie, c'est tout simplement qu'on s'adaptera à ce qu'il dira et en fonction de ça, comme je le disais tout à l'heure, notre but, comme dans tous les dossiers que nous avons, c'est de nous rapprocher le plus possible de la vérité, sans artifice. C'est-à-dire, c'est pas une stratégie, c'est tout simplement, il va s'expliquer en fonction de ça, on le défendra. Comme on a été des catalyseurs. Des catalyseurs, c'est-à-dire qu'on a permis une réaction positive, mais qui était bloquée au départ. Le pourquoi du fait qu'on lui interdise de communiquer avec ses enfants, et non pas depuis sa condamnation, depuis bien avant. Non, il n'y a pas d'explication. Pourquoi D'un point de vue procédural, vous avez saisi... On a écrit aux défenseurs des droits pour signaler la multitude d'anomalies qui font qu'aujourd'hui, de façon objective, encore une fois, Cédric Jubilard n'est pas un saint, il est à l'origine de la disparition de sa femme, mais il est soumis à des conditions carcérales qui sont pires que la plupart des terroristes. Ça interroge. Il bénéficie quand même d'un casier judiciaire vierge, il sera condamné. Il n'a jamais été condamné par la justice avant ces faits-là, alors qu'il a presque 40 ans. Il s'agit d'un acte isolé, et donc on a du mal à comprendre pourquoi, depuis 5 ans, il subit ce régime carcéral qui, encore une fois, est celui des pires terroristes français. Est-ce que vous avez des garanties de l'administration pénitentiaire sur la fin de son isolement? Non, rien. Personne ne joue le jeu, on nous met des bâtons dans les roues en permanence, que ce soit l'administration pénitentiaire ou d'autres personnes. Est-ce que vous pensez qu'avec ces révélations, avec ces aveux, il peut justement avoir une administration un peu plus compréhensible? On verra. Mais c'est au tribunal administratif. Non. Vous savez, l'échelle, elle démarre au niveau local, c'est-à-dire direction de la maison d'arrêt, parquet général, puisque c'est le parquet général qui est saisi au niveau, bien entendu, du procès. Ensuite, le ministre, qui a été saisi également. Personne ne répond favorablement. Non, et il faut préciser que les magistrats aussi ont été sollicités pour avis et qui n'ont pas répondu. Oui. On a un document dans lequel les magistrats de la cour d'assises ont été sollicités pour savoir pourquoi Cédric Jubilard restait à l'isolement. Ils n'ont pas daigné répondre. Donc, c'est silence radio depuis le début. Vous croyez sa parole, mais quel détail vous a-t-il à vous donné des détails? Ça fait plusieurs semaines qu'on travaille sur cette question-là. Donc, aujourd'hui, on a des certitudes. Voilà. Quel passage de la lettre vous pourriez nous donner? C'est trop tôt. Aucun. C'est beaucoup trop tôt. Il y a quelques semaines, on apprenait que Maître Berton allait quitter la défense. Mais non, mais ça aussi, c'est une erreur. À partir du moment où il a considéré qu'il allait faire des aveux, etc., il a dit « Je ne prends pas un troisième avocat qui ne servira à rien ». Il a écrit à c'est Maître lui Berton. qui a écrit à Berton, et Berton l'avait reconnu. Il a dit « Il m'a écrit en me disant qu'il se passait dorénavant de nos services, en pensant que Maître Berton ne serait pas assez disponible ». Et quand vous écrivez que c'est un avocat qui l'a quitté, non, c'est encore une erreur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il va falloir recentrer dorénavant, parce que trop de choses négatives ont été dites malencontreusement contre lui lors du premier procès, alors que manifestement, encore une fois, il va falloir revenir à l'humanité et considérer que c'est un homme qui doit être jugé comme tous les hommes. Vous avez une dernière question? Oui. Votre client est prêt à un transport de justice sur place tout de suite? Bien sûr, il est prêt à tout, à collaborer totalement avec la justice. Est-ce qu'il veut récupérer ses droits de père, de parent? C'est trop tôt, mais plus tard, oui, il espère les récupérer un jour. On a quand même le sentiment que du début à la fin de cette affaire, il a gardé la main sur Non. la chronologie, sur la révélation des détails. Pas du tout. Il a subi. De certaine manière, un petit peu, vous n'allez pas être terme, mais instrumentaliser les choses. Pas du tout. C'est une mauvaise impression. Non. Allez-y, quels sont Non, il a subi, on vient de l'indiquer depuis le début, il a subi énormément de choses. Il a commis un acte répréhensible et terrible. Il s'est enfermé dans une forme de mensonge pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Il considérait qu'il fallait préserver ses enfants de cette vision terrible, de cette mère inanimée. À partir de là, il a été pris dans un engrenage et il n'a pas réussi à s'en extirper parce qu'il était soumis à plusieurs pressions, que je le répète. Pression médiatique, c'est l'un des plus gros procès, une des plus grosses affaires criminelles françaises. Quand il était libre pendant plusieurs mois, il était surveillé, happé, il était harcelé en permanence. Pression des enquêteurs et des magistrats, isolement, médicaments, ça fait quand même beaucoup pour finalement ce qui s'apparente plus ou moins à un crime passionnel.
Et... Physiquement, psychologiquement, est-ce qu'il est soulagé? Est-ce qu'il y a encore des problèmes? Mais non, mais on a fait sauter le bouchon du déni. À un certain moment, il était dans le déni. On a fait sauter ce bouchon du déni. Et là, il s'est expliqué de manière très loyale. Bon, on a assez d'expérience pour savoir quand un individu nous dit la vérité ou au contraire tente de nous manipuler. Et s'il nous avait manipulé, il est bien évident qu'on ne serait pas là aujourd'hui avec vous. Non, aujourd'hui, on lui fait confiance et on espère simplement qu'il sera entendu dans des conditions tout à fait normales, qu'on arrêtera de lui donner les médicaments, qu'il ne sera plus à l'isolement, qu'il sera considéré comme un être normal, ce qui n'a pas été jusqu'à présent. Plutôt qu'un crime passionnel, peut-être. Non, on n'en est pas là. On n'en est pas là pour l'instant. Il réserve, encore une fois, toutes les explications et les précisions à la justice, c'est ce qu'il y a de plus important. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver le corps de Delphine? Est-ce que les informations sont précises là-dessus? Il nous a donné que certaines informations. Nous n'avons pas toutes les informations, donc il les donnera à la justice.